pratique, comment se déroule un examen? Donc, je vais d'abord vous parler de la procédure rapidement. Donc, au sein de l'ELPO, une fois que la marque est reçue, on va découper en 2 temps notre examen. Vous allez d'abord avoir une période d'examen dans laquelle on va faire la totalité de l'examen des formalités, l'examen de la classification des produits et services et l'examen des motifs absolus. Une fois que cet examen est terminé, si la marque est enregistrée totalement ou partiellement, elle fait l'objet d'une publication, une première publication. Et à ce moment-là, va s'ouvrir une période d'opposition qui est 3 mois dans laquelle la personne peut faire l'opposition. Et si elle fait l'opposition, bien entendu, ensuite, vous avez tout le délai de la procédure d'opposition qui se déroule. Ce sera le sujet de demain. Au cours de cette période d'opposition, on peut recevoir des observations de tiers qui nous indiquent que le signe est contraire à un motif absolu. On peut également réexaminer la marque et auquel cas, on peut changer d'avis et rouvrir la période d'examen. La possibilité d'ouvrir la période d'examen elle est ouverte jusqu'au moment où on enregistre définitivement le signe à la fin de l'opposition. Pour ce qui est de la procédure d'examen proprement dite, alors là, ce que je vous présente, c'est la procédure d'examen des motifs absolus. Elle se déroule en parallèle de la procédure d'examen des formalités de la classification de Nice. Donc, la procédure d'examen des motifs absolus se déroule là également en 3 temps chez nous. Vous avez un premier temps où vous avez un pré-examen qui se fait par un groupe de travail spécial qui s'appelle ICE chez nous, qui signifie Interactive Collaborative Examination en anglais. Pour la petite histoire, c'est un acronyme qu'on a trouvé ensuite parce que cet examen il se déroule dans une salle où il fait extrêmement froid. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça ICE, qui signifie glace en anglais. À l'origine, c'était la raison. C'est un groupe de travail qui est constitué actuellement d'une 40aine d'examinateurs qui sont considérés comme ayant une certaine grosse expertise, une grosse expérience au niveau de l'examen. La façon dont cet examen se déroule, ce groupe de travail se réunit chaque matin. Alors, en ce moment, avec les problèmes de pandémie, c'est en ligne, ça se fait en ligne, mais jusqu'à maintenant, c'était dans une salle de réunion spécifique. Chaque examinateur va avoir à examiner un certain nombre de marques qui ont été déposées dans les jours précédents. Il doit les examiner et décider si ces marques-là posent problème dans la matinée. Et à la fin de la matinée, les marques qui ont posé problème, sur lesquelles il y a des discussions possibles, font l'objet d'une discussion collective entre tous les examinateurs présents ce jour-là. Une fois que la marque a été examinée, considérée comme ne posant pas de problème au regard des motifs absolus, et elle part pour publication, sauf bien sûr problème de formalité ou de classification, soit elle est considérée comme devant faire l'objet d'une notification sur les motifs de fond, et auquel cas elle est confiée à ce moment-là à d'autres examinateurs. Donc c'est un principe fondamental chez nous, c'est qu'un examen ne peut pas être la décision d'une seule et unique personne. C'est toujours un examen collectif, c'est toujours un examen à plusieurs, donc à plusieurs au sein de ICE. Et ensuite, une fois que la marque a été jugée comme non valable, ça va être à nouveau une discussion entre l'examinateur en charge de la notification et potentiellement les examinateurs ICE. Donc vous avez toujours au minimum 2 personnes qui donnent son opinion, voire beaucoup plus. Pour des raisons pratiques, on a divisé le travail en 3 catégories générales. Vous avez tous les motifs dits classiques, c'est-à-dire la quasi-totalité des motifs absolus sur les marques individuelles, à l'exception des motifs absolus qui concernent les indications géographiques protégées. Toutes ces marques-là font l'objet donc d'une notification par un des examinateurs de ce groupe-là. Ensuite, les marques faisant l'objet d'un problème au niveau des indications géographiques font l'objet d'un examen par un autre groupe, qui est donc un groupe d'experts constitué à l'heure actuelle de 10 examinateurs. Qui, même chose, vous avez un examinateur qui instruit le dossier et ensuite il doit soumettre cette marque pour opinion et pour discussion à son groupe de travail qui décide si ou non il faut notifier la marque. Toujours un travail collectif. Enfin, les marques collectives et de certification font l'objet d'un système d'examen tout à fait différent. Ils ne passent pas par ICE et ne passent pas par ce système-là. C'est également un autre groupe qui est en charge de la totalité de l'examen de la marque pour celui-là. Pour celle-ci, même chose, vous avez une personne qui instruit l'examen et ensuite il présente les résultats de son instruction au groupe de travail qui décide si ou non il faut notifier la marque. Une fois que les décisions sont finies, c'est-à-dire qu'une fois soit la marque est mise à l'enregistrement, soit la marque elle est refusée définitivement, partiellement ou totalement. À ce moment-là, vous avez un contrôle de qualité qui se met en place. Le contrôle de qualité, c'est également des examinateurs qui s'en chargent. Il se fait sur la base d'un échantillon. Les décisions saisies par hasard par le système informatique qui en saisit 10% environ, entre 10 et 20% en fonction du type de marque et du type d'objection.
et le soumet au contrôle de ce groupe-là qui vérifie si effectivement toutes les règles ont été respectées et si la décision qui a été rendue est une décision de qualité. À l'heure actuelle, sur les derniers chiffres qu'on a eus, vous avez à peu près 2% des marques qui sont mises à l'enregistrement, qui sont considérées comme ayant été mises à l'enregistrement par erreur, et vous avez entre 5 et 6% de dossiers de décision de refus qui sont effectivement jugés comme présentant des problèmes. C'est essentiellement des problèmes sur ce qu'on appelle l'étendue de l'objection, c'est-à-dire sur le choix des produits et services qui ont été visés, qui est souvent ou trop court ou trop important. À côté de ce système d'examen, vous avez par ailleurs plusieurs groupes qui viennent aider les examinateurs. Le premier, ce sont les reference persons. Les reference persons, ce sont des examinateurs qui sont délestés de leur travail quotidien d'examen pour aider les examinateurs, pour faire des formations et également pour suivre la jurisprudence, les différentes décisions qui sont prises ici et en faire le compte-rendu auprès des examinateurs. Ce qui fait qu'aussi bien en ICE, au niveau des examinateurs qui rédigent et qui instruisent les notifications, peuvent faire appel à ce groupe-là dès qu'ils ont une question ou quand ils ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. Vous avez aussi un autre groupe qui s'appelle le Knowledge Circle en anglais ou le Cercle de la connaissance en français. C'est un groupe qui est en charge de la rédaction des directives au sein de l'Office. On leur soumet les questions les plus compliquées et ces groupes-là sont constitués à la fois d'examinateurs des motifs absolus pour ce qui est du Knowledge Circle en motif absolu, mais également de tout un tas de personnes qui, dans leur travail quotidien, sont impactées par les motifs absolus, sont concernées par eux. Ce qui fait que vous trouverez des examinateurs, notamment des motifs relatifs. Vous allez aussi également trouver des personnes en charge des directives. Vous allez trouver les personnes en charge du contentieux de l'Office. Vous allez également trouver des représentants des chambres de recours au sein de l'Office. Voilà. Le dernier groupe, c'est le groupe de qualité, les QPRO EDG, qui donc, eux, suivent effectivement tous les indicateurs de qualité et permettent de corriger les erreurs quand on constate qu'il y a effectivement des erreurs. Donc, toujours sur la procédure, plus en détail, comme je vous l'ai dit, dès que la marque elle arrive, elle fait l'objet d'abord d'un examen en parallèle de la classification et de la formalité et de ICE. ICE, au sein de ICE, chaque examinateur est en charge de sa demande. Soit vous avez un cas extrêmement facile dans lequel le cas est évidemment acceptable, la marque est évidemment acceptable. L'examinateur décide effectivement de ne pas notifier sur le fond et donc la marque est publiée. Soit il estime au contraire de façon évidente que la marque pose problème et donc il indique à l'examinateur suivant, à la personne qui va rédiger la notification, pourquoi la marque n'est pas bonne. Et ça, il le fait seul. Après, vous avez tous les cas potentiellement plus problématiques dans lesquels il va d'abord, première chose, discuter directement avec ses collègues les plus proches. C'est particulièrement le cas quand vous avez une marque qui est dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Comme je viens de vous l'indiquer tout à l'heure, il faut effectivement vérifier que la marque n'a pas de signification dans les 24 langues officielles, plus dans les langues régionales. Il est évident que personne ne maîtrise parfaitement toutes ces langues. Et donc, quand vous avez une marque, par exemple, en lituanien ou en polonais, personnellement, je suis obligé d'aller demander conseil et l'opinion de mes collègues polonais et lituaniens. Donc ça, c'est le premier niveau de discussion. Le quotidien des examinateurs en ICE, c'est véritablement de discuter entre eux pour savoir si une marque est ou non descriptive. Vous avez des cas plus problématiques et auquel cas la discussion, elle se fait collectivement au sein de l'ensemble du groupe, dans une réunion qui a lieu tous les jours, comme je vous l'indiquais. Ils ont aussi la possibilité d'échanger avec les références personnes et le Knowledge Circle, comme je vous l'ai indiqué. Donc, l'issue de cet examen fait que soit la marque est publiée, soit la marque, elle doit être notifiée et à ce moment-là, elle est envoyée dans ce qu'on appelle un pool, c'est-à-dire qu'elle est mise dans un lieu où les examinateurs, tout ça est virtuel sur ordinateur, mais dans lequel l'examinateur va venir, les examinateurs en charge des notifications, ce qu'on appelle les decision takers en interne, vont venir chercher des marques à notifier tous les jours. Les marques qui concernent les groupes d'experts, par contre, vont dans les groupes d'experts, comme je vous l'ai indiqué, et à ce moment-là, les notifications sont rédigées par ces decision takers. Donc, toujours, la chose importante à retenir, c'est toujours un travail collectif mené à plusieurs. Pour permettre l'examen, on dispose d'un certain nombre de bases de données. Je vous en ai donné ici une liste générale. Elles ne sont pas forcément toutes, mais en tout cas, il y a les plus importantes. Vous avez d'abord, je vous en présenter quelques-unes, vous en avez d'abord les bases de données des offices eux-mêmes. Donc, le IPO dispose de 2 bases de données concernant les marques qu'elle enregistre. L'une concerne uniquement les marques de l'IPO, les marques déposées à l'IPO, marques internationales et marques de l'Union européenne. Cette base, elle s'appelle eChurch. Vous pouvez faire des recherches sur cette base pour trouver des précédents. Ce qui est intéressant peut-être pour vous à savoir sur cette base-là, on l'utilise tout le temps, c'est que sur la plupart des marques, vous allez trouver les notifications et vous pouvez consulter les notifications de chacun des marques. Ce qui fait qu'on peut savoir précisément ce qui a été fait sur ce dossier et pourquoi ça a été fait. Lorsque j'étais à
l'INPI en France. C'était l'un de mes principaux outils. J'allais vérifier assez régulièrement et systématiquement ce que faisait le LPO sur les marques. Comme je vous l'ai dit, on est indépendant, donc on n'est pas obligé de suivre. Mais en tout cas, ça donne une bonne idée des problèmes qui peuvent exister sur telle ou telle marque et la façon dont on peut notifier ces marques-là. Donc, c'est toujours très, très, très utile à savoir. Vous avez une petite sœur à eChurch qui s'appelle eSearch Caselaw. C'est la même base de données. La seule chose, c'est que sur eSearch Caselaw, vous n'avez que les marques qui ont fait l'objet de décisions, qui ont été donc refusées totalement ou partiellement à un moment donné. Et vous pouvez faire la recherche de façon plus précise en indiquant, par exemple, les motifs que vous voulez uniquement vérifier. Vous voulez vérifier uniquement les marques qui ont été refusées pour défaut de distinctivité. Vous pouvez le faire sur eSearch Caselaw. Ces bases de données, vous les trouvez sur le site internet de l'ELPO, il n'y a pas de souci, et elles sont accessibles par tout le monde. Pour consulter simplement les courriers, il faut que vous vous inscriviez, mais c'est une inscription gratuite. Vous avez également TMView. Alors TMView, c'est une base de données qui regroupe d'abord la totalité des bases de données des offices européens. Donc vous trouvez toutes les marques qui ont été enregistrées dans l'Union européenne, au niveau national ou au niveau de l'Union européenne. Plus vous avez aujourd'hui un grand nombre d'offices internationaux dans le monde entier qui nous ont rejoints et dans lesquels vous trouvez également la base de données. Alors là, vous ne trouverez pas les courriers ni la procédure sur cette base-là. Par contre, vous pouvez voir si la marque elle a été acceptée ou refusée et c'est toujours là aussi une information extrêmement intéressante. Vous avez également la base de données Madrid Monitor. Alors Madrid Monitor, c'est la base de données de l'OMPI sur les marques internationales. Donc là, c'est comme sur eChurch, vous allez trouver également les courriers, les offices adressent à l'OMPI. Donc ça permet également de savoir ce que font les autres offices. Donc, c'est toujours une information intéressante. La dernière base de données sur laquelle je voulais insister un petit peu, c'était TMClass. Donc, TMClass, c'est sur, j'imagine que vous connaissez, donc c'est la base de données qui regroupe l'ensemble des produits et services qui sont acceptés par les offices de l'Union européenne, offices nationaux et EIPO. Et également aujourd'hui, vous trouverez l'indication d'un certain nombre d'offices, y compris le vôtre, l'OAPI, sur les termes que vous acceptez également. Je vais juste, si vous me permettez, partager TMClass parce que je voulais vous montrer un élément qui me paraît important. Alors, sur le côté de TMClass, donc ici, TMClass, c'est facile. Donc là, vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez trouver le produit. Vous indiquez le produit ici dans Search Term. Je ne sais pas si vous voyez mon partage. Et là, vous avez les offices qui ont mis, donc je vous ai sélectionné l'OAPI pour vous montrer. Donc, par exemple, si on regarde les rétroviseurs, vous avez bien accepté par tous les offices nationaux de l'Union européenne, harmonisé, et puis accepté par l'OAPI ici. Puis ici, vous avez aussi la classification de Nice proprement dite. Donc, ça fait bien partie. Ce que je voulais vous parler, c'est de cette partie-là, parce que cette partie-là est beaucoup plus intéressante pour nous au niveau des motifs absolus. La taxonomie, elle vous indique les familles de produits. Ça signifie simplement que quand vous cherchez les rétroviseurs, vous savez que les rétroviseurs appartiennent à la catégorie de produits pièces et parties constitutives et véhicules et moyens de transport. Ce qui signifie qu'au niveau du fond, si vous estimez que la marque, elle n'est pas valable pour les rétroviseurs, elle ne sera pas valable également pour les pièces et parties constitutives de véhicules et pour les véhicules eux-mêmes. C'est pas très, alors ça c'est la position de l'EIPO, c'est pas très intuitif que les rétroviseurs, ce qui est descriptif pour les rétroviseurs est également descriptif pour les véhicules, mais c'est pour ça que c'est important de vérifier quand on choisit les produits qu'on veut viser, de vérifier cette taxonomie. Ça c'est vraiment un outil extrêmement utile. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur TMClass. Je ne sais pas si vous avez des questions. Les autres bases de données, alors très rapidement, parce qu'elles sont peut-être moins intéressantes, vous avez ici la base de données concernant les indications géographiques protégées. Vous en avez deux. Vous avez GIU qui regroupe toutes les indications et appellations d'origine qui sont protégées dans l'Union européenne. Et vous avez eAmbrosia qui est la base de données de la Commission européenne qui regroupe les mêmes informations que GIU, plus un certain nombre d'informations supplémentaires, notamment sur les termes traditionnels sur les vins, spécialités traditionnelles protégées en Europe, qui sont des types dont je vous dirai un mot si on a le temps tout à l'heure. Vous avez la base Cister Express, qui est une base de l'OMPI qui indique tous les drapeaux et les emblèmes qui sont protégés par l'article Cister de la Convention de l'Union de Paris. Vous avez également une base de l'OMS qui est l'INNLIS, dans lequel contient toutes les dénominations de médicaments et surtout, ce qui nous intéresse nous, de produits actifs qui peuvent composer ces médicaments et donc qui peuvent être descriptifs. Vous avez une base de données qui s'appelle Variety Finder, qui est tenue par une organisation européenne qui s'appelle l'Office des protections végétales, qui s'occupe des variétés végétales qui sont protégées dans l'Union européenne et dont les dénominations sont également protégées au niveau des marques. Alors, vous trouvez les directives de l'Union européenne, de l'Office de l'Union européenne, je veux dire. Ça, c'est notre document de travail de base chez nous. Vous allez trouver dans ces documents, c'est donc sur le site de l'EIPO, ils sont
facile à trouver. Vous allez trouver dans ce document la totalité des positions et des pratiques de l'Office concernant les marques, les dessins et modèles. Et c'est des outils extrêmement simples à utiliser et extrêmement importants pour nous. Et donc, c'est vraiment ce document qui nous sert tous les jours. À chaque fois qu'on veut notifier une marque, on y fait référence. Et là encore, quand j'étais à l'INPI, quand j'étais à l'INPI, c'était un document dont on se servait en permanence. Les directives de l'Office européen. Parce qu'encore une fois, leur interprétation, on n'est pas tenu de les suivre, mais c'était l'interprétation des textes assez similaire à la nôtre, et donc c'est toujours très important à suivre. Et enfin, les différents dictionnaires qui permettent de justifier une objection. Et la signification d'un signe, ça c'est fondamental. Ça sont les principales bases de données qu'on utilise. On utilise également tout simplement les moteurs de recherche Google pour vérifier ce qui est utilisé sur le marché. Alors, si on regarde maintenant, non plus sur la procédure, mais véritablement sur le fond des dossiers, au niveau des motifs absolus de refus de marque, l'Union européenne dispose de 13 motifs actuellement, de 13 motifs qui sont indiqués dans le règlement sur la marque de l'Union européenne à l'article 7 et qui vont de l'article 7A à l'article 7.1M. Voilà. Donc, je vais les passer en revue rapidement en me concentrant plutôt sur le caractère distinctif et la marque descriptive. Mais pour être très rapide ici, vous avez donc le premier, c'est sur l'impossibilité à déterminer précisément l'objet bénéficiant de la protection, ce qu'en interne on appelle le fait qu'une marque n'est pas une marque. L'article 7.1b, vous avez la marque dépourvue de caractère distinctif classique, l'article 7.1c sur la marque descriptive, l'article 7.1d sur les signes et indications usuelles, vous avez l'article 7.1e sur les formes et dorénavant les autres caractéristiques qui sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, ou c'est en réalité 3 articles différents, ou imposés par la nature même du produit, ou encore qui donnent la valeur substantielle du produit pour lequel la marque est demandée. Vous avez l'article 7.1f qui concerne les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, 7.1g sur les marques trompeuses. Vous avez ensuite 2 articles qui concernent les marques en conflit avec les drapeaux et les autres symboles, qui sont la reprise de l'article 6 ter de l'Union de Paris. Vous avez l'article 7.1j sur les marques en conflit avec les IGP et les AOP, c'est-à-dire les indications géographiques protégées et les appellations d'origine protégées, essentiellement sur les produits agricoles aujourd'hui. Vous avez les marques en conflit avec les mentions traditionnelles pour les vins. Alors ça, c'est un motif qui ne concerne qu'un seul et unique produit, c'est les vins. Ça ne concerne que les vins. L'article 7.1L concerne les spécialités traditionnelles garanties. Alors, les spécialités traditionnelles garanties, ce sont des recettes de cuisine traditionnelles et dont le nom de la recette est protégé et ne peuvent pas être utilisées de façon tout à fait libre par les marques. Et enfin, l'article 7.1M qui donc concerne les marques en conflit avec les dénominations de variétés végétales, dont je vous dirai également un mot. En pratique, l'examen se déroule pour ces 13 motifs se déroule de la même façon. La première question qu'il faut se poser quand on est face à un signe, la première question qu'on se pose, c'est à quel public s'adresse la marque. Ensuite, une fois que vous avez défini le public, on va se demander si pour ce public, le signe a une signification ou représente quelque chose au regard des produits et services déposés. Et enfin, et c'est la question la plus essentielle, on va vérifier si cette signification, bien sûr, a un lien avec les produits et services, lien qui tombe ou pas sous le coup d'un motif absolu. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, quel est le public pertinent? Donc, à qui s'adresse la marque? Une chose importante, c'est que le public pertinent, c'est pas nous. Avant de faire ce métier d'examinateur, j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question de savoir si la marque que j'achetais était descriptive ou non distinctive. Je n'ai pas passé à chercher sur des bases de données ou à regarder dans un dictionnaire si le signe avait un sens. Effectivement, à partir du moment où on fait ce métier, à partir du moment où on examine le métier, on n'est plus tout à fait le public pertinent. Donc, il faut faire attention à soi-même. En l'occurrence, le public pertinent, c'est donc le public qui achète le produit ou qui l'utilise. Pas forcément la personne qui va payer, mais ça peut être la personne qui utilise ce produit. Au niveau des motifs absolus, la question du public pertinent est très importante pour les motifs relatifs. Il l'est beaucoup moins au niveau des motifs absolus. Donc demain, j'imagine que ma collègue va vous en parler un peu plus en détail que moi. Au niveau des motifs absolus, retenez simplement qu'il existe 2 types de publics pour nous. Il existe ce qu'on appelle le public moyen. Le public moyen, ça signifie que c'est le public qui constitue la moyenne de tous les publics. Donc aussi bien le grand public que le public professionnel. Et à côté de ce public moyen, vous avez également le public professionnel. Comment on détermine le public s'il s'agit du public moyen ou du public professionnel? On s'appuie uniquement sur les produits et services tels que déposés. Alors ça, c'est très important parce que souvent les demandeurs, les déposants contestent ce point-là en expliquant qu'ils vendent eux leurs produits à tel type de catégorie
de produit. On ne peut pas tenir compte du public qui est le public du déposant. On doit tenir compte que du produit et service tel que déposé. Je vais prendre un exemple. Si la marque est déposée pour des logiciels, c'est une catégorie extrêmement large et vous avez évidemment dans cette catégorie des logiciels qui vont être uniquement vendus et utilisés par des professionnels. Des logiciels de comptabilité, des logiciels d'ingénieurs pour concevoir des produits, etc., etc. Ces logiciels-là sont destinés uniquement à des professionnels. Vous allez effectivement également avoir des logiciels grand public, les jeux vidéo, les logiciels qu'on utilise sur nos téléphones, etc. sont des logiciels qui sont vendus ou loués ou donnés à tout le monde. Donc dans cette catégorie, vous allez avoir tout un tas de différents consommateurs. C'est évidemment dans ce cas-là le consommateur moyen qu'on prend en compte. Le déposant, potentiellement, il va vous dire mais non, moi je ne fais que des logiciels pour les professionnels. C'est pas grave, il n'a pas déposé pour les logiciels pour professionnels, il a déposé pour les logiciels. Donc on ne tient compte que du produit et service tel que déposé au niveau des motifs absolus. Ça, c'est important. Donc, pour choisir, simplement, vous regardez à ce moment-là sur le marché à qui utilise cette catégorie de produits. Si c'est tout le monde, ou presque tout le monde, c'est le consommateur moyen. Si c'est uniquement des professionnels, et c'est plutôt rare, ça sera le consommateur professionnel, le public professionnel. Au niveau de la map de l'Union européenne, on va aussi tenir compte de la langue du signe. Alors, c'est pas le cas des marques nationales qui ne tiennent pas compte de la langue du signe, mais ça va vraiment être le cas chez nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le signe, il va être descriptif. Quand il est descriptif ou quand il est non distinctif, la plupart du temps, il ne l'est que dans une partie du territoire de l'Union européenne. Et c'est extrêmement important de définir quelle est cette partie-là, parce qu'ensuite, c'est dans cette partie-là qu'on va devoir apporter la preuve que le signe est non distinctif. Donc, par exemple, si on explique que le signe est utilisé ou il est compris dans une partie de l'Union européenne, il faut prouver qu'il est utilisé ou compris uniquement dans cette partie-là de l'Union européenne. Il ne sert à rien d'apporter une preuve sur un autre pays. La deuxième chose, c'est que le déposant lui-même peut également surmonter un motif absolu en démontrant notamment l'acquisition du caractère distinctif par l'usage. Et là aussi, il doit apporter la preuve de cette acquisition du caractère distinctif uniquement dans la partie de l'Union européenne qui est concernée par le motif absolu. Ça arrive régulièrement qu'on ait des marques qui soient connues, voire célèbres dans un pays, par exemple la France. Simplement, le signe, il est descriptif en allemand. Si le déposant vient uniquement avec des preuves d'usage en France ou en Belgique, on va lui dire que son signe n'a pas acquis le caractère distinctif par l'usage parce que le territoire et le public pertinent, il est allemand et autrichien en l'occurrence quand c'est la langue allemande. Donc à ce stade-là, on va prendre en compte la langue du signe. Donc si le signe il a une signification en allemand, le public pertinent, il sera de langue allemande. Ça ne veut pas dire qu'il est allemand, ce public. Ça veut dire qu'il parle allemand. Après, on va aller regarder dans quel pays on parle allemand. En l'occurrence, en Allemagne et en Autriche. Mais voilà, donc on tient compte de la langue du signe. Enfin, le public pertinent, il dépend aussi des motifs absolus. En général, pour la quasi-totalité des motifs absolus, le public pertinent, ça va être la personne qui achète ou qui utilise le produit et service. Vous avez un cas où c'est pas du tout cette situation, c'est l'ordre public et les bonnes mœurs. On le verra tout à l'heure, mais dans l'ordre public et les bonnes mœurs, le public pertinent, c'est toute personne susceptible de voir la marque, même s'il n'utilise pas le produit ou même s'il ne l'achète pas. Une fois que vous avez déterminé s'il s'agit du public moyen ou du public spécialisé ou professionnel, il faut déterminer le niveau d'attention de ce public-là. Donc, le public spécialisé, c'est assez facile. C'est un professionnel, il a un degré d'attention qui est élevé. On ne cherche pas un public spécialisé à un degré d'attention élevé. Le public moyen, lui, normalement, il est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. On parle aussi de public d'attention moyenne. Dans certains cas, il peut être d'attention plus élevée. Ça sera le cas lorsque les produits et services qu'il achète sont soit généralement très chers, soit extrêmement techniques, soit encore exigent du public un investissement personnel important. Je vais prendre 3 exemples. Si vous achetez un médicament, c'est à la fois technique et en même temps, c'est un investissement important parce que vous allez l'avaler, ça va avoir des conséquences pratiques sur votre corps. Donc là, vous allez être attentif à ce que vous achetez. Si vous achetez une voiture, ça coûte très cher. Ne n'achetez pas une voiture tous les jours et donc, même chose, vous serez très attentif. Si encore vous contractez un service d'éducation, ça demande du temps, vous allez passer du temps à étudier et si à la fin du service vous êtes reçu un diplôme, ça a des conséquences sur votre vie professionnelle extrêmement importantes. Donc de la même façon, là aussi vous serez très attentif. En pratique, ça n'a pas beaucoup de conséquences.
Que vous soyez attentif ou pas, ça n'a pas beaucoup de conséquences. La jurisprudence nous dit précisément que la distinctivité ou la descriptivité d'un signe ne dépend pas totalement du niveau d'attention. Ce n'est pas parce que vous avez un niveau d'attention plus élevé que le seuil d'acceptabilité de la marque est plus basse. Ça a quand même quelques conséquences pratiques, notamment on estime que le public professionnel de toute l'Union européenne parle plus ou moins bien anglais, donc le signe va être refusé pour l'ensemble de l'Union européenne et pas simplement pour les publics anglophones natifs, donc les Irlandais et Malte en l'occurrence. Ça peut également avoir quelques conséquences, notamment le public professionnel, il est moins habitué à avoir des marques de fantaisie quand on lui décrit son produit et service. Donc peut-être que ça abaisse un peu le seuil d'acceptabilité du signe, mais généralement ça n'a pas de conséquences. L'attention publique n'a pas de conséquences, le niveau d'attention. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment la langue, parce que là, ça définit effectivement le territoire dans lequel la marque va être non distinctive. Une fois que vous avez bien défini ce consommateur, il faut savoir quelle est la signification pour ce consommateur du signe. Et là, il faut vraiment être très pragmatique, très basique. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Le public, le consommateur, en particulier quand il est d'attention moyenne, quand il est moyen d'attention moyenne, il se décide assez rapidement sur son achat. Il n'est pas forcément très concentré. Donc vraiment, c'est tout de suite la première question quand on voit le signe, qu'est-ce qu'on comprend, sans aller véritablement faire des recherches extrêmement poussées à ce stade-là. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Si le signe a une signification, à ce moment-là, on va aussi se poser la question de savoir si il a uniquement cette signification-là ou s'il comporte d'autres éléments qui peuvent être arbitraires au regard des produits et services. On va regarder la construction grammaticale. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce qu'il y a des fautes de grammaire? Est-ce qu'il y a des éléments figuratifs supplémentaires? Voilà, toutes ces questions-là pour essayer de déterminer la signification globale du signe. On va aussi regarder si le signe il est banal ou usuel pour les produits concernés. Il peut ne pas avoir de signification extrêmement précise au regard des produits et services, mais il peut tout simplement être utilisé usuellement sur le marché en relation avec les produits et services. Ça va être le cas, par exemple, de toutes les marques qui sont non verbales, dans lesquelles il n'y a pas de signification en soi, les marques en 3 dimensions, les marques sonores, etc. On va aller vérifier simplement ces marques-là, elles sont particulièrement utilisées par des concurrents sur le marché en question. Donc c'est ça, définir la signification du signe. Et il faut arriver à une signification que va comprendre le consommateur pertinent de ce signe avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de savoir s'il existe un lien entre les produits et services, bien sûr, et cette signification. Et là, il faut rentrer précisément dans chaque motif de refus pour comprendre quel est ce lien.